voilà, je représente donc l'association Stop Suicide et du CNAT. On est toute jeune, hein, c'était en 2023, le début. Alors, l'objet de cette association, c'est de lutter contre les discriminations et violences dans l'éducation nationale et surtout d'agir pour la prévention du suicide. Pour ce faire, notre spécificité, je dirais, l'association donc analyse la prise en charge qui est faite par l'État des situations de violence, discrimination, détresse suicidaire, tentative de suicide des personnels travaillant dans l'éducation nationale, qu'ils soient du premier ou du second degré, de l'enseignement public ou de l'enseignement privé sous contrat. L'association se veut être force de proposition pour améliorer la protection de la santé et de la vie des personnels. Comment fonctionne l'association ? Notre spécificité, c'est d'essayer de déceler à travers des témoignages qui sont tous vérifiés, quels sont les dysfonctionnements, je dirais presque les fautes de l'éducation nationale dans la prise en charge, comment elle fait pour pouvoir échapper systématiquement aux accusations qui sont portées contre elle quand bien il y a des suicides, des détresses suicidaires, voire du harcèlement. Comment se débrouille-t-elle pour échapper systématiquement et souvent devant la justice. Alors, comment on fonctionne ? Les victimes, donc, on a un site, ça s'appelle Assocen, A2SO2SEN.fr. Vous allez sur le site, on le trouve très très vite. Hein. Sur Internet, il apparaît très vite. Les victimes se signalent sur le site. Ensuite, des écoutants les rappellent pour pouvoir les écouter à partir d'une grille d'écoute qui est commune à tous les écoutants. Donc, ce sont différents bénévoles de l'association. Voilà. Et le constat qu'on a pu faire, c'est que femmes, hommes, professeurs du premier et du second degré, CPE, conseillers pédagogiques, secrétaires, le profil des victimes est multiple et montre que la détresse suicidaire peut toucher n'importe qui dès lors que la personne subit des atteintes au travail. Des atteintes qui peuvent venir de l'extérieur, par exemple des parents d'élèves éventuellement, ou de l'intérieur, donc de collègues, la hiérarchie, on en a parlé suffisamment cet après-midi. Pour autant, l'éducation nationale, normalement, a une obligation, les juristes l'ont rappelé, une obligation de résultats en matière de prévention et de protection de la santé et de la sécurité au travail. L'administration a largement ouvert le parapluie. Donc l'administration de l'éducation nationale a mis en place un grand nombre de protocoles pour lutter contre toutes ces souffrances qu'on peut trouver au travail. Alors, je vais vous les citer très rapidement. Il y a un corps de médecins psychologues de prévention. Il y a la F3SCT qui remplace le CHSCT, donc le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Il y a des fiches de danger grave et imminent que vous pouvez remplir. Il y a les registres de santé et sécurité au travail qui sont obligatoires normalement dans tous les établissements. Et qui doivent permettre à tous les personnels et tous les usagers, éventuellement les parents d'élèves peuvent également les utiliser, signaler des situations qu'ils considèrent comme anormales ou susceptibles de porter atteinte à la santé ou à celle d'autrui, à leur santé ou à celle d'autrui. Vous avez des inspecteurs en santé et sécurité au travail, les ISST, pardon. Les académies ont publié des guides très complets précisant les dispositifs de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement, d'agissement sexuiste et j'en passe. Des assistants et conseillers de prévention spécialisés sur ces questions des risques professionnels, un service social des personnels pôle de ressources humaines, la protection fonctionnelle dont les juristes viennent de parler. De plus, l'administration de l'EN a passé des partenariats de formation avec plusieurs organismes spécialisés dans la santé mentale et la prévention contre les actes suicidaires. Vous avez notamment Premier Secours en santé mentale, qui est une association à but non lucratif fondée par l'INFIPP, donc qui est un organisme qui développe des formations plus professionnalisante dans le domaine de la santé mentale. Vous avez Santé Mentale France qui propose 2 modules de formation. Tout ça sont des partenariats, hein, donc ce sont des organismes indépendants de l'éducation nationale, mais avec qui l'éducation nationale a passé des partenariats de formation. Donc pour protéger la santé mentale des personnels. Donc il y a un module standard
pour aider les adultes qui souhaitent aider des adultes, et vous avez un module jeune pour des adultes qui souhaiteraient, et ce sont des formations qui souhaiteraient aider les enfants, enfin les jeunes. Et ensuite, vous avez la formation Sentinelle pour les personnels de santé de l'éducation nationale. Bon, c'est pareil, c'est un organisme indépendant, mais voilà, avec qui l'éducation nationale a mis en place un partenariat. En plus, bon, l'éducation nationale diffuse très largement le numéro 0805 500 005, donc le numéro d'une équipe de psychologues qui peut recevoir les appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et elle diffuse également le fameux 3114 qui n'est pas spécifique à l'éducation nationale, mais que les N diffusent très largement. Voilà. Donc avec tous ces dispositifs, on pourrait penser quand même que les choses se passent correctement. Par contre, on a déjà reçu des témoignages. Bon, l'association est très jeune, mais elle a quand même déjà reçu des témoignages, et les témoignages sont navrants. Les témoignages recueillis sont navrants. Tout ce qui est mis en place là ne fonctionne pas. Alors l'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu, voilà, c'est un petit peu notre objectif, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, et les témoignages nous révèlent des choses qui sont désolantes. Alors, quelques exemples, bon, notamment on en a parlé sur les postes des ISST, eh bien les postes sont vacants, dans certains départements le poste est vacant, bon d'accord. Dans un autre département, eh ben, ce n'est qu'un stagiaire qui est incompétent pour gérer la situation. Dans un troisième département, on a vu que la personne qui avait reçu, je crois, 29 témoignages, eh bien, elle est partie à la retraite, les dossiers ont disparu. Oui, non, mais c'est étrangement, oui, il vaut mieux peut-être en rire, mais tous les autres exemples que j'ai à donner, éventuellement, pour faire un petit peu court, bon, parce que ce sont des illustrations, mais vous allez voir, c'est tout du même acabit. Et en fait, l'éducation nationale arrive à se dédouaner et à ne pas reconnaître parce que l'idée, c'était donc de rebondir sur l'idée de CITIS, c'est-à-dire si vous estimez être en souffrance, une souffrance liée à vos conditions de travail, effectivement, le CITIS, c'est le plus approprié. Sauf que l'administration ne reconnaît pas, trouve toujours des arguments, trouve toujours les moyens de ne pas reconnaître l'imputabilité au service. C'est dramatique. Voilà, donc je vais... Oui, voilà, enfin, je pense que les illustrations que j'avais à vous donner, qui sont anecdotiques, mais réelles et dramatiques... Tu voudrais en donner une qui te semble vraiment très marquante ? Vous savez, quand vous faites une déclaration d'accident de service, déjà, il faut déjà trouver le bon papier, hein, parce qu'il y a un formulaire pour ça. Hein. Bon, il faut déjà le trouver. L'administration vous dit pas où le trouver. Hein, mais enfin, bon, débrouillez-vous, vous finissez par le trouver, mais il doit passer par la voie hiérarchique. Ah bah oui, c'est obligatoire. Eh ben ouais, mais le N+1, il ne le fait pas. Ça reste dans son bureau. On a des exemples comme ça. Et le N+2, des fois, c'est le N+2 qui bloque. C'est-à-dire que ça va être au niveau du DSDN ou ça va être au niveau du rectorat. C'est assez fascinant, hein, parce que la protection fonctionnelle, il faut qu'elle soit validée par un supérieur hiérarchique qui, parfois, est justement le harceleur, et donc qui, bien sûr, ne visera pas le document. Pire, il pourra le perdre. C'est fou, tous ces documents qui se perdent. Enfin bon, il y a différentes formules, il y a différentes façons de faire. Hein. Les châteaux brûlent toujours. Voilà. Ouais, non, c'est assez effarant. Voilà, quoi. par exemple, alors, bon, tous les exemples, toutes les illustrations que je me proposais de vous transmettre, mais en pensant avoir un peu plus de temps, je les transmettrai à Guillaume, et puis... D'autant plus qu'on est un petit peu, un petit peu mis en partenaire, hein, parce que toutes les informations qu'il y a donc sur le site que vous voyez là, hein, le site est très complet, il propose énormément de ressources, il propose des directions, et ça tu pourrais peut-être... Voilà, alors effectivement, on propose justement, si vous voulez, comment essayer d'obtenir un CITIS, quels sont comment essayer de vous défendre. C'est tout expliqué, c'est vraiment, enfin je pense que c'est vraiment bien expliqué, et au pire, vous allez sur le signalement, et puis il y aura quelqu'un qui vous répondra.
Et donc, il y aura aucun problème pour expliciter si toutefois vous ne comprenez pas très bien telle ou telle procédure qui est développée sur le site. D'autant plus que voilà, nos associations, elles se complètent aussi. Oui, alors, Helpen le fait, mais Souffrance et Travail le fait également. Énormément de documents. Et c'est pour ça que du début à la fin, cette conférence veut dire ça. Bon, c'est vrai qu'il y a Souffrance et Travail au début, un énorme réseau qui nous a énormément appuyés. Et puis, on voit des jeunes pousses, comme vous, comme nous, et on essaie de bien faire comprendre aux agents, parce que Pascal, le secrétaire général fondateur de l'association, quand on s'est vus tous les deux pour créer l'association, ça fait 1 an et 3 mois, eh bien on s'est dit, mais c'est pas possible, personne ne peut se retrouver dans un tel dédale sans qu'il ne se passe rien, on ne comprend rien. Et Pascal, le premier projet, c'était, on va former les 20, 30 personnes qui vont adhérer, quoi. Et ça s'est transformé peu à peu parce qu'on a été pris par le nombre de gens qui nous ont contactés. Je vous rappelle, 2250 personnes en tout nous ont contactés en 1 an. Enfin, ça fait quand même 2250 personnes, pour 3 bénévoles quoi, au départ. Il faut aussi dire ce qui est. Hein. Et Pascal a dit, mais on va faire donc un petit intranet. Chiche. Eh bien, alors il n'est pas là, Adrien, mais Adrien a créé un intranet. Adrien, notre webmaster, a créé un RSST sécurisé en ligne. Et des bénévoles comme lui, on en a 5, 6, 7, on commence à en avoir un paquet, mais c'est des gens qui travaillent. Ils n'ont aucun autre intérêt à travailler avec nous que celui de dire, mais en fait, c'est pas cohérent ce qui se passe, ce n'est pas du tout cohérent. Donc on se donne les outils pour le combattre de l'intérieur. C'est pas bête. Et la meilleure arme dans tout ça, tu parlais des dossiers que tu avais qui étaient consolidés, et nous, on est en mesure de vous dire, alors c'est la deuxième, que par exemple, le signalement concerne le supérieur hiérarchique dans 93% des cas. Il concerne des collègues dans 100% des cas. Donc il peut y avoir, bien sûr, parce que la plupart des cas, ça finit par se cumuler. Hein. Mais nous, on a des signalements de nos adhérents qui nous disent, à 93%, il y avait le supérieur hiérarchique qui était impliqué, et à 100%, il y avait des collègues impliqués. Alors on n'a pas encore pour un subalterne. Le RSST, est-il facile à remplir ? Oui, à 5%. Oui, difficile à 76%. Pas de RSST, 18%. Voilà. Voilà les chiffres qu'on veut obtenir. Et on veut les confronter à ces chiffres. Et je dirais que le RSST, il est inutile s'il est mis à la poubelle directement, quoi. Enfin, c'est ça aussi. Notre association, c'est ce qu'elle cherche à dénoncer, c'est les entraves. Les entraves qui sont mises à la déclaration des CITIS, c'est des accidents de service et des maladies professionnelles. Et nous, notre association, elle est un petit peu ciblée sur cette notion de dysfonctionnement grave qui entrave le bon déroulement, justement, de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'EN. Et tu parles d'entrave. Nous, on a 77% des adhérents qui ont rempli notre questionnaire qui parlent de représailles après le signalement. Alors je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais les représailles prennent une foule de formes, mais plus tordues les unes que les autres. Et nous, on veut les chiffrer, on veut les documenter, on veut les tentatives de minimiser par la hiérarchie. J'ai 78% de personnes qui l'affirment. Et les 20% disent « je ne sais pas » et un « non » qui atteint 2%. Voilà. Le soutien par la hiérarchie, 3%. Soutien par les syndicats, timidement, 22%. Syndicats, franchement, 15%. Soutien par les collègues, 25%. Aucun soutien, 35%. C'est exactement ce que disait tout à l'heure Éric de Barbieux. Il disait 40, je crois. Nous, on n'a pas encore grand monde, mais on a les mêmes résultats. Il y a un moment où on ne pourra plus tellement contester, quoi. Nous, par exemple, les F3SCT, on pense que le syndicat, bien sûr, doit y siéger, mais en aucun cas un représentant local. Il faut délocaliser le représentant syndical dans un autre département parce que ça n'a pas de sens, il n'y aura que du copinage. Et c'est bien le problème des F3SCT et du RSST, c'est du copinage. Et quand on dit ça aux syndicats, ils ne sont pas très contents, mais c'est normal, ils l'entendent.